Hola, ¿qué tal? Bienvenue sur la chaîne Zeta Lingua. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo en français où je veux vous raconter mon expérience d'apprentissage de l'espagnol, comment j'ai appris l'espagnol, quelles difficultés j'ai pu rencontrer et comment j'ai fait pour aujourd'hui parler l'espagnol couramment, pour vous aider à surmonter vos propres difficultés, les difficultés que vous pouvez rencontrer dans votre propre apprentissage. Avant de passer à tout ça, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement en dessous de la vidéo, dans la barre d'infos, mon guide de 4 étapes pour s'intégrer en Espagne, idéal si vous avez le projet de vous installer en Espagne. C'est en dessous de la vidéo, vous avez le lien et le téléchargement est gratuit. Donc pour commencer, moi j'ai eu un parcours d'apprentissage complètement classique, c'est-à-dire que j'ai commencé à apprendre l'espagnol au collège, en 4e. Je viens d'une famille monolingue, mes parents sont français, voilà, on parle français chez moi, j'avais vraiment pas de prédisposition particulière pour l'espagnol ou pour d'autres langues étrangères. J'ai commencé par apprendre l'anglais, puis l'espagnol. J'ai vu que les langues, ça me plaisait. J'ai toujours été plus attirée par les langues, la littérature, etc. que les matières plus scientifiques. Et ensuite, j'ai continué au collège, au lycée, voilà, j'ai fait un bac L. Et j'étais dans un collège et un lycée tout à fait classique, où on était 30 par classe, à part en première et en terminale, je pense, où on était en demi-groupe. Mais sinon, c'était vraiment des conditions d'apprentissage très très classiques. Donc j'étais plutôt bonne en espagnol, mais j'étais hyper timide. Et du coup, je prenais vraiment pas la parole en cours. Et ça, vraiment jusqu'à même à l'université. Ensuite, après le bac, j'ai décidé de faire une fac d'espagnol parce que je savais pas trop ce que je voulais faire. Et c'était la matière que je préférais au lycée, donc je me suis dit, bon, je vais tenter 1 an d'espagnol, puis on va bien voir. Et vraiment j'étais hyper timide, j'avais peur de prendre la parole en cours, j'avais peur de faire des fautes, il fallait que je fasse la phrase dans ma tête avant de la dire pour qu'elle soit parfaite. Je pense aussi que notre système éducatif, et quand je dis ça c'est pas du tout dirigé contre les profs, c'est vraiment le système et la mentalité française en général n'aident pas particulièrement puisque souvent on va appuyer, on va montrer du doigt ce qu'on n'a pas bien fait et on va pas forcément valoriser ce que l'élève a bien fait. Et même à l'âge adulte, je vois beaucoup de mes apprenants qui ont peur de faire des fautes, alors que c'est pas grave en fait, il va rien se passer, le monde va pas s'écrouler parce qu'on a fait une faute en parlant une langue étrangère. Mais voilà, on veut souvent que tout soit parfait et on veut pas se tromper. Donc moi c'était ça qui m'arrivait. Et donc je disais même jusqu'à l'université, puisqu'à l'université j'ai décidé de faire des études d'espagnol, un peu par hasard. Et puis en fait, au bout d'un trimestre, c'est-à-dire qu'aux vacances de Noël, je me suis rendu compte que j'adorais tout ce que je faisais à la fac. Et j'adorais voilà, apprendre tout ça et améliorer mon espagnol. Et je me suis dit, ok, c'est ça que je veux faire, je veux continuer, je veux finir ma licence d'espagnol. Forcément, pendant ces 3 années d'espagnol, j'ai étudié la littérature contemporaine, la littérature classique, la grammaire, la linguistique, l'histoire, la géographie de l'Espagne et des pays d'Amérique latine. Et donc j'ai bien évidemment, mon espagnol s'est amélioré parce que j'ai beaucoup lu en espagnol, mais j'avais 0 conversation avec des vrais espagnols. C'est-à-dire que en dehors des cours, j'avais 1 heure par semaine, on avait 1 heure par semaine un cours avec une assistante d'espagnol, donc qui elle était espagnole et était là pour nous faire des cours de conversation. Mais comme je disais, j'étais extrêmement timide encore à l'époque. Et du coup je profitais pas beaucoup de ces cours de conversation, je parlais pas énormément. Et en dehors de ça, j'avais aucun contact avec des hispanophones parce que moi j'habitais dans une petite ville, j'habitais à Quimper, au fin fond de la Bretagne.
Et donc j'habitais pas du tout près de l'Espagne, j'avais pas l'occasion d'aller en Espagne. Quand j'étais étudiante, j'avais pas forcément les moyens de me payer des vacances en Espagne, enfin voilà, donc vraiment j'étais pas du tout au contact de l'espagnol, du quotidien et du vrai espagnol entre guillemets. Donc à la fin de ma licence, j'ai pris la décision d'aller passer une année en Espagne parce que je sentais que quand même il fallait que j'aille habiter dans le pays pour vraiment parler la langue. Et pour ça, je suis partie comme assistante de français. J'ai été dans une école de langue, ce qu'on appelle une Escuela Oficial de Idiomas, école officielle de langue. C'est quelque chose qui n'existe pas en France, c'est des écoles de langue publiques. Il y en a dans toute l'Espagne. Donc moi j'ai été nommée dans une école en Galice, à Lugo, donc au nord-ouest de l'Espagne. Ce qui m'allait très bien parce que la Galice ça ressemble à la Bretagne, mais c'est en Espagne. C'est parfait. Et là, quand je suis arrivée, eh ben, je me suis rendu compte, bon, je soupçonnais déjà, hein, mais je me suis vraiment rendu compte du décalage entre mon niveau d'espagnol, qui était très bon parce que j'avais des très bonnes notes à la fac, mais j'avais un espagnol très académique, j'avais un espagnol très littéraire, et j'avais pas du tout un espagnol de la vie quotidienne, et j'avais pas du tout un espagnol spontané en fait, parce que tout simplement j'avais jamais eu une conversation avec un ou une espagnole. J'avais jamais eu vraiment une conversation en espagnol, puisque à la fac, les conversations qu'on peut avoir avec ses enseignants, c'est pas comme quand on est avec des amis autour d'un verre, quoi. Donc quand je suis arrivée en Espagne, ça a été assez difficile parce qu'en fait, j'avais une bonne maîtrise de la grammaire, j'avais pas mal de vocabulaire, mais j'avais aucune spontanéité. Donc c'était très difficile pour moi de faire des phrases. En plus, quand on arrive dans un pays, on a toutes les démarches administratives et tous les trucs qui sont un peu... voilà, qui sont pas très agréables. Il faut les faire au début, quand on maîtrise le moins bien la langue, donc chercher un appartement, ouvrir un compte en banque, obtenir le NIE, dont je vous parlerai dans ma prochaine vidéo en français, donc dans 2 semaines. Tout ça, il faut le faire au début, et c'est des démarches où il faut expliquer, il faut être sûr de bien comprendre, de bien se faire comprendre, et ça a été assez difficile parce que j'étais hyper lente. J'avais aussi du mal à comprendre les Espagnols à vitesse normale. Quand je lisais, j'avais pas de problème, mais j'avais beaucoup de mal à comprendre quand on me parlait à une vitesse normale, et j'avais beaucoup de mal à comprendre les expressions, enfin l'espagnol parlé en fait, tout simplement. En plus, à l'époque, début des années 2000, enfin je suis arrivée en Espagne en 2007, bon, Internet existait, j'avais Internet à la maison, mais il n'y avait pas autant de contenu qu'aujourd'hui. Je veux dire, aujourd'hui c'est très facile, même si on est en France et qu'on peut pas aller régulièrement en Espagne, c'est assez facile de regarder des séries, de regarder des vidéos. Enfin, je veux dire, là, vous êtes sur YouTube, vous pouvez trouver des milliers de vidéos en espagnol. À l'époque, c'était pas trop ça. Donc, vraiment, la plongée dans le monde espagnol, ça a été assez difficile. Mais bon, en même temps, j'avais pas le choix, hein, j'y étais, et j'y étais allée spécifiquement pour ça, pour améliorer mon espagnol de la vie quotidienne. Quelque chose qui pourrait être un défaut pour parler une langue, c'est-à-dire ma timidité et le fait que voilà, j'allais pas me mettre à parler spontanément avec les gens. Finalement, ça a été une force pour moi, parce que au lieu de vouloir parler à tout prix, j'ai beaucoup écouté. Donc déjà quand j'étais en cours en France, vu que je parlais pas beaucoup en cours, j'écoutais très attentivement, puisque l'espagnol ça me motivait, tout ce qu'on voyait en cours je trouvais ça hyper intéressant, donc j'écoutais, j'engrangeais la langue. Et ensuite quand je suis arrivée en Espagne, j'ai beaucoup écouté. Donc j'ai beaucoup regardé la télévision par exemple. Alors j'ai regardé vraiment des trucs, des émissions télé mais catastrophiques. Mais j'ai appris énormément de mots, j'ai appris
énormément de vocabulaire, j'ai énormément appris sur la culture espagnole, sur les personnalités espagnoles, parce que en Espagne il y a pas mal d'émissions télé qui sont très people, où on va parler des stars, de leur vie privée, tout ça. Ça m'intéresse absolument pas, mais j'apprenais énormément et j'écoutais en fait, j'écoutais énormément, j'écoutais beaucoup de musique aussi. Je demandais souvent voilà, aux gens qui étaient autour de moi et aux amis que je me suis faite, je leur demandais ce que c'était leur musique, leur chanteur, leur groupe préféré, et j'écoutais beaucoup ça. Et même quand j'étais dans un lieu public, en fait, j'écoutais les conversations des gens. J'écoutais pas les conversations des gens pour savoir ce qu'ils étaient en train de dire, j'écoutais les conversations des gens pour savoir comment ils le disaient et quelles étaient les expressions qu'ils utilisaient, les mots qu'ils utilisaient, la façon de construire les phrases. Et c'est comme ça que j'ai engrangé énormément d'espagnol de la vie quotidienne. C'est parce que j'ai pas voulu parler à tout prix et j'ai plutôt privilégié l'écoute. On pourrait penser que c'est une attitude passive, de se dire ah oui mais je vais pas dans un pays pour écouter de l'espagnol, mais en fait notre cerveau quand on écoute une langue étrangère il est pas du tout passif, il y a plein de connexions qui se créent et c'est comme ça qu'on retient et qu'on acquiert la langue. Et puis bon, comme j'étais quand même dans le pays, il fallait quand même que je parle, hein, je pouvais pas me contenter de rester comme ça à écouter les gens, il fallait que je parle. Et voilà, au bout d'un moment, il faut se lancer. Voilà, il faut se lancer, se dire ok, même si c'est pas parfait, même si je vais faire des fautes, même si je sens que ma structure de phrase elle est très française, elle est calquée, c'est pas grave. Surtout qu'en plus les Espagnols ils sont vraiment adorables là-dessus généralement. Quand ils voient qu'on parle un petit peu espagnol, qu'on prend la peine de parler espagnol, ils vont nous aider. Vraiment, ils sont très 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 sympas. Alors peut-être dans les zones touristiques où ils sont plus habitués aux étrangers, ils vont passer à l'anglais, mais si vous leur dites non non, j'ai envie de parler espagnol, je veux améliorer mon espagnol, vraiment ils vont être sympas, ils vont vous aider, ils vont voilà, vous donner le mot qui vous manque, finir la phrase. Vraiment là-dessus vous pouvez compter sur eux. Pour finir cette vidéo, je voudrais vous parler de ce que je ferais différemment si aujourd'hui je devais réapprendre l'espagnol. Alors déjà, j'apprendrai pas l'espagnol. Au lieu d'avoir une optique d'apprentissage de l'espagnol, j'opterai pour l'acquisition de l'espagnol. Si vous savez pas ce qu'est la différence entre apprentissage et acquisition de l'espagnol, je vous laisse la vidéo de présentation de ma chaîne juste en dessous, je vous explique ça. Je vous invite aussi à vous inscrire à ma newsletter où je vous parle des bénéfices de l'acquisition de l'espagnol versus l'apprentissage de l'espagnol. Une deuxième chose que j'aurais fait différemment, c'est avant de partir en Espagne, j'aurais cherché un échange linguistique, un tandem linguistique avec un ou une hispanophone qui cherchait à améliorer son français. Idéalement quelqu'un qui a à peu près le même niveau, parce que c'est une dynamique différente des cours, on peut être plus à l'aise parce que du coup on sait que l'autre personne est aussi en train d'apprendre une langue et potentiellement galère aussi à la parler donc on peut être plus à l'aise et ça peut être plus spontané. Ça c'est bien si on a un niveau à peu près intermédiaire, qu'on peut déjà tenir une petite conversation. Et enfin, quelque chose que j'aurais fait, c'est prendre des cours d'espagnol qui m'amenaient à parler un espagnol actuel et pratique. Les cours que moi j'ai reçus et qui étaient super, hein, vraiment j'ai eu des super profs d'espagnol, mais, et notamment au lycée, on parlait de thèmes, voilà, de problèmes de société, de choses historiques, et c'était génial, j'adorais, j'ai adoré tout ce que j'ai appris, mais du coup quand je suis arrivée en Espagne, après j'avais pas du vocabulaire de la vie de tous les jours. Et donc par exemple, j'étais en colocation, je savais pas dire à ma coloc passe-moi la casserole ou où est-ce que tu ranges les éponges par exemple. Bon, il s'avère que casserole c'est cacerola et éponge c'est esponja. Donc c'était pas très compliqué non plus. Mais c'est pour ça que moi aujourd'hui en tant qu'enseignante d'espagnol, je prépare mes apprenants à la vie quotidienne en Espagne. Je privilégie dans mes cours des ressources qui vont vous amener
à acquérir l'espagnol de la vie de tous les jours dont vous allez vraiment avoir besoin. Je trouve que ce qui est important quand vous allez vivre en Espagne ou si vous êtes déjà installé en Espagne, c'est vraiment d'acquérir un espagnol qui va vous permettre de parler dans la vie de tous les jours et comprendre les Espagnols et leur langue de tous les jours. Donc c'est vraiment ça que moi je privilégie dans mes cours en tant qu'enseignante d'espagnol. Si vous êtes intéressé par mes cours d'espagnol, je vous laisse aussi la description dans la barre d'infos en dessous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo en espagnol. D'ici là, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Hasta luego!